Il y avait un homme rue Acacia que personne ne connaissait vraiment. Les voisins le reconnaissaient de vue, le vieil homme au chapeau de paille, celui qui promenait son chien bâtard tous les matins, celui qui arrosait son jardin à 6h30 avec la régularité d'une montre suisse. Ils savaient qu'il était veuf, qu'il vivait seul, qu'il était poli mais réservé. Ils en savaient assez pour le saluer chaleureusement, mais pas assez pour deviner ce qu'il cachait. Il s'appelait Antonio José Ramos, 78 ans. Retraité, du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Ce que personne ne savait, c'est qu'Antonio avait amassé 8 millions de réaux, répartis entre biens immobiliers, actions et placements, en 50 ans de travail discret, et qu'il avait décidé, avec la même méticulosité qu'il avait mise à gagner chaque centime, de ne le révéler à personne. Pas même à ses enfants. Surtout pas à ses enfants. Qui était Antonio? Antonio est né dans une ferme du Minas Gerais, un endroit où l'enfance sent la terre humide et où les rêves doivent être concrets avant d'être beaux. Fils d'un ouvrier agricole, il avait appris avant même ses 12 ans que le monde ne doit rien à personne et que la seule monnaie qui ne se déprécie pas est le travail accompli avec sérieux. À 22 ans, il rencontra Marlène. Marlène était la femme dont le rire s'exprimait d'abord par les yeux, puis par les lèvres. Celle qui donnait des noms aux plantes de la véranda, car une plante qui a un nom pousse mieux. Celle qui avait soutenu Antonio dans toutes les décisions difficiles des 42 années qu'ils passèrent ensemble, lorsque leur première entreprise fit faillite, lorsque la seconde prit son essor, lorsque la troisième devint le pilier de leur vie. Ils eurent 3 enfants. Marcos, l'aîné, 49 ans, homme d'affaires à São Paulo, il avait connu le succès qu'Antonio avait reconnu. Mais un succès bâti sur une voie qui s'était éloignée de celle de son père sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Renata, la cadette, 45 ans, mariée à Gilberto, un professeur qui avait cessé d'enseigner lorsque Gilberto lui avait suggéré que ce n'était plus nécessaire. Elle vivait à 3 heures de route, dans une ville accessible en un après-midi, si l'envie lui prenait de s'y rendre. Eduardo, le Benjamin, 41 ans, le plus difficile à cerner. Il n'avait ni carrière ni stabilité, mais il avait un charme authentique et une capacité à être aimé qui compensait, ou du moins essayait de compenser, le reste. Il y avait toujours un problème, toujours une urgence, toujours un prêt à rembourser la semaine suivante. Marlène était décédée 8 ans auparavant. Avec elle s'était éteint le centre d'attraction qui maintenait la famille sur une orbite commune. Le silence qui suivit Antonio avait attendu. Non pas naïvement, il n'avait jamais été naïf. Il avait attendu avec la patience de celui qui comprend que le deuil démantèle les structures avant d'en reconstruire d'autres, que l'on a besoin de temps pour trouver un nouveau centre quand l'ancien disparaît. Il attendit 1 an, 2, 3, et ce qui devint clair, avec la clarté que seul le temps apporte, c'est que ce nouveau centre ne se construisait pas. Ce qui se produisait, c'était une dispersion silencieuse, chaque enfant suivant son propre chemin, chacun avec sa propre vie, qui ne laissait guère de place à un père âgé dans une petite ville, loin de tout ce qui comptait pour eux. Les coups de téléphone existaient, courts, fonctionnels, de ceux qui durent 6 minutes et se terminent par « D'accord papa, préviens-moi si tu as besoin de quoi que ce soit », comme si avoir besoin de quoi que ce soit était une condition pour que l'appel existe. Les visites étaient rares. Noël, parfois l'anniversaire d'Antonio, un long week-end quand la plage était chère et que la ville de l'intérieur des terres était l'itinéraire par défaut. Et il y avait une chose précise qu'Antonio avait remarquée. Quelque chose de petit, presque imperceptible, qui en disait plus que n'importe quelle absence. Aucun des enfants ne lui avait demandé, lors de ses brefs appels, comment il allait vraiment. Il lui demandait si ça allait. S'il prenait ses médicaments, s'il avait besoin de quelque chose. Jamais. Comment vas-tu vraiment, papa? La différence entre les 2 questions, c'était la différence entre remplir une obligation et être présent. Le bento et le jardin. La vie d'Antonio avait une structure qu'il avait construite avec la réflexion de quelqu'un qui sait que la routine n'est pas une prison mais un point d'ancrage. 6h30, le jardin. Le plant de tomates qui poussait obstinément de travers, malgré tous les tuteurs qu'Antonio lui avait installés. La ciboulette qui poussait d'elle-même avec l'exubérance d'une plante qui n'avait besoin de personne.
Le plant de coriandre, capricieux comme un caractère difficile, qu'Antonio cultivait avec la patience particulière de celui qui avait appris que les choses difficiles valent généralement la peine d'être vécues. 7h30, promenade avec Bento. Bento était un bâtard au pelage jaune délavé, apparu 3 ans plus tôt à la porte d'Antonio. Maigre et déterminé, il avait l'air de quelqu'un qui ne demandait pas la permission de rester. Il était juste là, tout simplement. Antonio avait mis de l'eau, puis de la nourriture, puis une niche dans le jardin. C'est alors qu'il avait réalisé, sans même s'en rendre compte, qu'un chien faisait désormais partie de sa vie et que sa vie avait changé depuis. Bento avait le don particulier de savoir quand Antonio n'allait pas bien, sans qu'on ait besoin de le lui dire. Ces jours-là, il restait plus près de lui. Il se tenait plus près du lit. Il posait son museau sur le genou d'Antonio avec le calme de celui qui n'a pas de solution, mais qui est présent. Et parfois, la présence suffit. Parfois, la présence est tout. Le diagnostic, le docteur Heitor, avait appelé Antonio pour discuter un après-midi de mars. Antonio. La voix du médecin avait cette particularité de quelqu'un formé pour annoncer de mauvaises nouvelles, mais qui n'est jamais totalement insensible à leur poids. Les résultats de l'échocardiographie ont révélé quelque chose dont nous devons discuter. Insuffisance cardiaque modérée. Le cœur d'Antonio fonctionnait moins bien que la normale. Ce n'était pas une urgence immédiate, mais le genre de diagnostic qui exige une attention particulière, un traitement régulier, une surveillance et, selon les mots du docteur Heitor, qu'Antonio organise ce qui doit l'être et ne vive pas seul. Antonio avait tout écouté avec le calme de quelqu'un qui, à un moment donné de ses 78 ans, avait fait la paix avec sa propre mortalité. « Merci d'avoir été aussi direct », avait-il dit. « J'ai toujours été là pour vous. Je sais. » Un silence. « Je vais réfléchir à ce qu'il faut réfléchir. Les appels. » Ce soir-là, Antonio avait appelé ses 3 enfants. Marcos en premier. Il avait expliqué le diagnostic objectivement. Les termes médicaux, la recommandation du docteur Heitor, ce que cela impliquait concrètement. Il avait dit que le médecin lui avait conseillé de ne pas vivre seul. « Papa, quelle situation ?» La voix de Marcos avait semblé sincèrement inquiète pendant une quinzaine de secondes. Puis elle avait changé de ton, légèrement, presque imperceptiblement. « Écoute, j'ai un voyage international la semaine prochaine que je ne peux pas annuler. Mais à mon retour, on verra ce qu'on peut faire. Tu pourrais embaucher quelqu'un pour rester avec toi, non ?» À Renata, plus tard. Renata était restée silencieuse un instant, puis avait dit qu'elle était chargée en ce moment. Une expression qu'Antonio avait analysée plus tard, en silence, et dont il avait conclu que « chargé » signifiait que quelque chose de plus pratique occupait la place que son père aurait pu occuper si les circonstances avaient été différentes. « Tu pourrais embaucher une aide à domicile, papa. Il y a des spécialistes. » À Eduardo, en dernier. Eduardo avait entendu le diagnostic. Il avait posé des questions qui semblaient sincères. Puis, dans un instant qu'Antonio avait figé avec la précision chirurgicale d'un archiviste, il avait dit « Papa, puisqu'on parle, tu ne pourrais pas me prêter 200 réaux ? Je suis dans une situation délicate cette semaine. » Antonio avait fixé son téléphone un instant après avoir raccroché. Puis il était sorti sur le balcon. Il était resté assis dans le noir, Bento sur les genoux, pendant un long moment. Et il avait pris sa première décision. La première décision. Pas celle concernant le testament. Cela viendrait plus tard, élaborée avec la méticulosité de quelqu'un qui ne se laisse pas guider par ses impulsions. La décision d'observer. D'arrêter d'attendre que ses enfants deviennent ce qu'il avait imaginé et de commencer à voir, clairement, ce qu'ils étaient réellement. Et d'agir face à ce qu'il voyait. « Rogerio », avait-il dit le lendemain au téléphone avec l'avocat qui gérait ses affaires depuis 30 ans. « Je dois vous voir en personne. J'ai une affaire sérieuse. » Le docteur Rogerio Alves, un homme méthodique, d'une fiabilité à taux haute épreuve, celle de quelqu'un qui tient ses engagements par principe et non par commodité, était arrivé le jeudi suivant. Sa mallette et son stylo à la main, et le silence nécessaire pour écouter Antonio. Antonio lui avait tout raconté, le diagnostic, les appels, les réponses, les 200 réais d'Eduardo.
Le docteur Rogerio avait écouté sans l'interrompre. Quand Antonio eut fini, l'avocat resta silencieux un instant. « Que voulez-vous faire ?» demanda-t-il. « Je veux être sûr, » répondit Antonio. « Pas de soupçon, de la certitude, celle qui n'a pas besoin du filtre de l'amour paternel pour être comprise. »« Comment ?»« Je vais te demander une faveur. » Antonio regarda son ami de 30 ans avec ce sérieux que le docteur Rogerio avait appris à reconnaître comme le ton qui précédait les décisions qui ne seraient pas réexaminées. « J'ai besoin que vous répandiez une rumeur. La graine de la rumeur. » La rumeur était simple. C'était le genre de rumeur qui se propage naturellement parce qu'elle touche la corde sensible, là où se situe l'intérêt des gens, là où le souci de son propre avenir se dissimule derrière le souci des autres. Qu'Antonio avait des difficultés financières, que la propriété qu'il avait héritée de son père, les 20 hectares de bonne terre qui portaient le nom de la famille depuis des générations, était sur le point d'être vendue. « Si cela leur parvient, dit Antonio. Et cela arrivera, car les rumeurs dans cette ville se propagent d'elles-mêmes. Je veux voir ce qui se passe. Et si leur comportement change, alors cela confirmera ce que je sais déjà. » Un silence. « Et s'il ne change rien, je serai heureux de m'être trompé. » Le docteur Rogerio avait regardé le client un instant. « Antonio, êtes-vous sûr ?»« J'ai 78 ans, Rogerio. » Sa voix était calme, assurée. « Je n'ai plus de temps à perdre avec l'incertitude. » La rumeur se répandit dans la ville à la vitesse de l'éclair, comme toutes les rumeurs qui trouvent leur cible. En moins de 2 semaines, elle avait atteint son but. Antonio sut qu'elle était arrivée lorsque le téléphone se mit à sonner différemment. Pas plus souvent, mais différemment. Il y avait quelque chose dans ces appels qui avait changé de nature, comme un tissu qui paraît identique, mais qu'on caresse du bout des doigts, et dont on découvre un autre fil en dessous. Marcos appela le jour même où la rumeur atteignit São Paulo. « Papa, j'entends des choses par ici. » La voix exprimait une inquiétude qui semblait justifiée, mais qu'Antonio percevait désormais avec l'oreille fine de celui qui sait déjà ce qu'il cherche. « On dit que tu envisages de vendre la ferme, est-ce vrai ?»« Peut-être bien, » répondit Antonio, avec son calme habituel. « C'est un peu tendu. » 2 secondes de silence. « Papa, ne vends pas la ferme sans m'en parler d'abord. Cette ferme appartient à la famille. Je peux venir cette semaine. » Antonio prit note mentalement. Le diagnostic d'insuffisance cardiaque était tombé. « On verra à mon retour de voyage. » La ferme était acquise. Je peux y aller cette semaine. Les visites Marcos fut le premier à arriver. Il arriva un jeudi dans sa voiture importée, chaussures cirées et ce sourire qui avait la qualité d'un sourire travaillé. Pas vraiment faux, mais poli à l'excès. Comme du métal tellement poli qu'il en perdit sa texture d'origine. Il serra son père dans ses bras. Il prit de ses nouvelles. Il prit un café. Et puis, avec l'aisance d'un cadre qui avait appris à mener des conversations sans en avoir l'air, il commença. « Papa, cette région a pris beaucoup de valeur. Tu sais combien vaut un hectare aujourd'hui ?» Antonio répondit par un chiffre inférieur à la réalité. Marcos fronça légèrement les sourcils. Un réflexe involontaire, comme quelqu'un qui fait des calculs mentaux. Malgré tout, c'est une bonne affaire. Un silence calculé. « Mais ne vends pas, papa. Cet endroit a une histoire. On peut trouver un moyen de mieux organiser le patrimoine, tu sais. Comme ça, tu auras l'esprit plus tranquille, sans avoir à détruire ce que grand-père a construit. Organiser le patrimoine. » Antonio nota attentivement l'expression. C'était le genre de phrase qui sonnait comme de l'attention, mais qui signifiait en réalité cartographie, qui sonnait comme de l'aide, mais qui signifiait en réalité inventaire. Renata arriva 3 jours plus tard avec Gilberto. Gilberto était du genre à utiliser le caractère de chaque lieu pour asseoir son autorité. Il entra chez Antonio, avec une poignée de main trop ferme, comme pour paraître inébranlable, jeta un regard scrutateur autour de lui et lança une remarque qui n'en était pas vraiment une. « Monsieur Antonio, cette maison a un potentiel énorme. Avec une rénovation digne de ce nom, elle serait incroyable. » Renata avait évoqué des souvenirs d'enfance qui avaient ressurgi avec une intensité qui l'avait profondément ému, car, à un moment donné de la conversation, une émotion authentique s'était mêlée à une intention qui n'en était pas une.
Le problème n'était pas que Renata n'aimait pas son père. Le problème était que cet amour s'était manifesté avec une telle force précisément au moment où la ferme avait été mentionnée. Eduardo arriva la semaine suivante. Sans voiture, il avait fait du stop. Il apporta un bouquet de fleurs dont le prix était juste suffisant pour constituer un geste symbolique sans pour autant être un geste généreux. « Papa », l'étreinte chaleureuse et sincère si caractéristique d'Eduardo. « Tu m'as manqué. » Antonio le salua de son sourire habituel et attendit. L'attente fut courte. Eduardo était le moins calculateur des trois, ce qui paradoxalement rendait son intérêt plus évident, car il n'avait pas besoin de se cacher derrière un voile de dissimulation. « Papa, cette ferme, tu ne la vendrais pas à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Si on a besoin d'une solution, on pourrait s'arranger entre nous. » Entre nous. Antonio fixa son plus jeune fils, cet homme de 41 ans qui avait le charme d'un enfant de 6 ans sans jamais avoir grandi, et ressentit un mélange d'émotions indéfinissables. Il y avait de l'amour, un amour véritable, celui qui ne disparaît pas simplement parce qu'il déçoit. Il y avait de la tristesse d'un père qui voyait son fils devenir une version amoindrie de ce qu'il aurait pu être. Et il y avait une certitude, la certitude nette et définitive qu'il recherchait depuis le diagnostic. Ana Lucia Ferreira était entrée dans la vie d'Antonio 2 ans plus tôt, comme le font souvent les choses importantes, sans prévenir. Conceição, sa mère, avait travaillé chez Antonio et Marlène pendant 18 ans. Elle avait été la première à remarquer, avant tout médecin, que quelque chose n'allait pas chez Marlène. Elle avait insisté, avec cette douce fermeté qui la caractérisait, pour que la famille aille chez le médecin alors que Marlène repoussait encore le moment. Elle était restée auprès de sa famille pendant les 2 années de maladie, avec une loyauté qui dépassait le cadre de son contrat de travail et qu'Antonio avait traité comme elle le méritait. Avec respect, avec soutien, avec cette dignité que tous les employeurs n'offrent pas, mais qu'Antonio lui avait accordée par principe et non par faveur. Lorsque Conceição était tombé malade, Antonio lui avait garanti ses soins sans hésiter. Cela n'avait pas suffi. Conceição était décédée 2 ans plus tôt. Anna était revenue 3 semaines plus tard. Elle était venue le remercier, avec cette franchise de celle qui sait ce qu'elle veut dire et qui le dit. Elle expliqua que sa mère avait parlé d'Antonio et de Marlène avec une affection sincère, que les soins qu'ils avaient prodigués à Conceição étaient différents de ce qu'elle avait trouvé ailleurs et qu'elle tenait à les remercier personnellement. Antonio l'avait accueillie avec un café. Elle était restée 1 heure. Elle était revenue le samedi suivant, et le suivant, et le suivant, sans que personne n'ait rien prévu, sans accord, sans attente, sans obligation. C'était arrivé tout simplement, avec cette fluidité naturelle des choses qui se mettent en place sans effort. Ce qu'Anna apportait, elle apportait son déjeuner, toujours, avec la régularité de quelqu'un qui ne trouve rien d'extraordinaire à cela. Du riz, des haricots, une protéine, parfois un dessert simple qui restait de la semaine. Elle gardait son tensiomètre dans son sac car elle avait constaté, au cours des premières semaines, qu'Antonio mesurait sa tension de façon irrégulière et que, irrégulièrement, dans sa traduction, signifiait quand il s'en souvenait, ce qui, en réalité, signifiait presque jamais. Elle apportait son attention. Ce genre d'attention qui ne se voit pas sur les photos, mais qui change le cours d'une journée entière. L'attention de quelqu'un qui demande « Comment vas-tu ?» et qui attend une vraie réponse, pas une réponse polie. Et elle apportait sa présence, une présence spontanée, une présence sans arrière-pensée. Elle était assise sur la véranda, silencieuse quand le silence était de mise, parlant quand la conversation s'imposait, riant aux éclats face à une situation vraiment drôle, et devenant sérieuse quand un sujet grave se présentait. C'était un après-midi de juillet, une atmosphère froide et champêtre, un soleil trompeur, une véranda accueillante. Lorsqu'Anna arriva avec une marmite de feijoada et un tensiomètre, elle avait pris sa tension avant de servir le déjeuner, avait légèrement froncé les sourcils en voyant le résultat, avait assaisonné la feijoada avec moins de sel que d'habitude sans rien dire, et avait attendu qu'Antonio le remarque et s'en plaigne avant de dire avec ce sérieux teinté d'humour « Ce sera juste assez bon pour ne pas te tuer prématurément ».
Antonio laissa échapper un petit rire, un rire spontané, non fin, une simple réaction du corps à quelque chose d'authentique. Et il réalisa, à cet instant précis, qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait ri ainsi. Ce qu'elle ignorait, Anna ne savait rien. Elle ignorait tout du diagnostic d'insuffisance cardiaque. Elle ignorait tout des 8 millions. Elle ignorait tout du testament que le docteur Rogerio commençait à rédiger, toute rumeur concernant la propriété et les visites calculées de ses enfants qu'elle avait croisés à plusieurs reprises sans en comprendre le contexte. Elle savait seulement ce qu'elle avait toujours su, qu'il y avait un homme aux cheveux blancs, rue Acacia, qui avait traité sa mère comme une personne alors que le monde avait continué sa route, que cet homme prenait la moitié de ses médicaments en cachette, que cet homme était beau lorsqu'il souriait vraiment, un sourire franc, rare, mais bien réel, et que venir la voir tous les samedis était la chose à faire. Non par obligation, non par stratégie, mais parce que la véritable bienveillance n'a pas besoin de raisons extérieures pour exister. Elle existe tout simplement. Comme la pluie, comme l'orchidée qu'Anna avait plantée dans le pot du jardin, une phalaenopsis blanche, la plus résistante, et qu'elle avait nommée Marlène, avec une simplicité qui se passait d'explication. Comment s'appelle-t-elle? Il y avait de l'amour, un amour véritable, celui qui ne disparaît pas simplement parce qu'il déçoit. Il y avait de la tristesse d'un père qui voyait son fils devenir une version amoindrie de ce qu'il aurait pu être. Et il y avait une certitude, la certitude nette et définitive qu'il recherchait depuis le diagnostic. Anna Lucia Ferreira était entrée dans la vie d'Antonio 2 ans plus tôt, comme le font souvent les choses importantes, sans prévenir. Conceição, sa mère, avait travaillé chez Antonio et Marlène pendant 18 ans. Elle avait été la première à remarquer, avant tout médecin, que quelque chose n'allait pas chez Marlène. Elle avait insisté, avec cette douce fermeté qui la caractérisait, pour que la famille aille chez le médecin alors que Marlène repoussait encore le moment. Elle était restée auprès de sa famille pendant les 2 années de maladie, avec une loyauté qui dépassait le cadre de son contrat de travail et qu'Antonio avait traité comme elle le méritait, avec respect, avec soutien, avec cette dignité que tous les employeurs n'offrent pas, mais qu'Antonio lui avait accordé par principe et non par faveur. Lorsque Conceição était tombé malade, Antonio lui avait garanti ses soins sans hésiter. Cela n'avait pas suffi. Conceição était décédée 2 ans plus tôt. Anna était revenue 3 semaines plus tard. Elle était venue le remercier, avec cette franchise de celle qui sait ce qu'elle veut dire et qui le dit. Elle expliqua que sa mère avait parlé d'Antonio et de Marlène avec une affection sincère, que les soins qu'ils avaient prodigués à Conceição étaient différents de ce qu'elle avait trouvé ailleurs et qu'elle tenait à les remercier personnellement. Antonio l'avait accueillie avec un café. Elle était restée 1 heure. Elle était revenue le samedi suivant. Et le suivant. Et le suivant, sans que personne n'ait rien prévu. Sans accord, sans attente, sans obligation. C'était arrivé tout simplement, avec cette fluidité naturelle des choses qui se mettent en place sans effort. Ce qu'Anna apportait, elle apportait son déjeuner. Toujours. Avec la régularité de quelqu'un qui ne trouve rien d'extraordinaire à cela. Du riz, des haricots, une protéine, parfois un dessert simple qui restait de la semaine. Elle gardait son tensiomètre dans son sac car elle avait constaté, au cours des premières semaines, qu'Antonio mesurait sa tension de façon irrégulière et que, irrégulièrement, dans sa traduction, signifiait quand il s'en souvenait, ce qui, en réalité, signifiait presque jamais. Elle apportait son attention. Ce genre d'attention qui ne se voit pas sur les photos, mais qui change le cours d'une journée entière. L'attention de quelqu'un qui demande « Comment vas-tu ?» et qui attend une vraie réponse, pas une réponse polie. Et elle apportait sa présence, une présence spontanée, une présence sans arrière-pensée. Elle était assise sur la véranda, silencieuse quand le silence était de mise, parlant quand la conversation s'imposait, riant aux éclats face à une situation vraiment drôle et devenant sérieuse quand un sujet grave se présentait. C'était un après-midi de juillet, une atmosphère froide et champêtre, un soleil trompeur, une véranda accueillante. Lorsqu'Anna arriva avec une marmite de feijoada et un tensiomètre, elle avait pris sa tension avant de servir le déjeuner, avait légèrement froncé les sourcils en voyant le résultat,
avait assaisonné la feijoada avec moins de sel que d'habitude sans rien dire, et avait attendu qu'Antonio le remarque, et s'en plaigne, avant de dire, avec ce sérieux teinté d'humour, « Ce sera juste assez bon pour ne pas te tuer prématurément. » Antonio laissa échapper un petit rire, un rire spontané, non fin, une simple réaction du corps à quelque chose d'authentique. Et il réalisa, à cet instant précis, qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait ri ainsi. Ce qu'elle ignorait, Anna, ne savait rien. Elle ignorait tout du diagnostic d'insuffisance cardiaque. Elle ignorait tout des 8 millions. Elle ignorait tout du testament que le docteur Rogerio commençait à rédiger, toute rumeur concernant la propriété et les visites calculées de ses enfants qu'elle avait croisés à plusieurs reprises sans en comprendre le contexte. Elle savait seulement ce qu'elle avait toujours su, qu'il y avait un homme aux cheveux blancs, rue Acacia, qui avait traité sa mère comme une personne, alors que le monde avait continué sa route. Que cet homme prenait la moitié de ses médicaments en cachette. Que cet homme était beau lorsqu'il souriait vraiment, un sourire franc, rare, mais bien réel, et que venir la voir tous les samedis était la chose à faire. Non par obligation, non par stratégie, mais parce que la véritable bienveillance n'a pas besoin de raisons extérieures pour exister. Elle existe tout simplement. Comme la pluie, comme l'orchidée qu'Anna avait plantée dans le pot du jardin. Une phalaenopsis blanche, la plus résistante, et qu'elle avait nommée Marlène avec une simplicité qui se passait d'explication. Comment s'appelle-t-elle? Antonio lui avait demandé quand elle aurait fini de planter. Anna réfléchit un instant. Elle regarda la fleur, elle regarda Antonio. « Marlène, dit-elle. » Antonio ne répondit pas. Il fixa l'orchidée un long moment. Puis il rentra se chercher du café, sa façon d'exprimer sa gratitude quand les émotions ne pouvaient pas déborder là où il était, et Anna avait compris, sans qu'on lui explique, et était restée dans le jardin à attendre le café. Le contraste. Les jours où les enfants venaient de manière calculée et où Anna arrivait le samedi sans rien savoir, Antonio observait le contraste avec une attention qui ne lui demandait plus aucun effort. Marcos arrivait et regardait la maison comme s'il en évaluait une propriété. Anna arrivait et demandait si le plant de tomates avait repris des forces. Renata posait des questions sur la propriété, se voulant naturelle. Anna arrivait et savait déjà, sans qu'il ait besoin de demander, s'il avait mal dormi, rien qu'à la mine qu'il avait en ouvrant la porte. Eduardo fit ressurgir des souvenirs d'enfance qui ressurgissaient comme par magie. Anna n'avait jamais eu besoin d'invoquer le passé pour justifier le présent. Le présent lui suffisait. Un après-midi, Marcos était parti des heures auparavant, après avoir passé la journée à tenter d'évaluer précisément la valeur du terrain. Et Anna était arrivée sans rien savoir. Elle entra. Elle regarda Antonio. Elle s'arrêta. « Tu as l'air fatigué ?» Ce n'était pas une question, une simple observation. « J'ai eu de la visite aujourd'hui. Veux-tu que je parte et te laisse te reposer? Non. Veux-tu qu'on soit tranquille? Je ne sais pas. » Elle hocha la tête. Elle sortit un livre de son sac. Elle avait toujours un livre sur elle et se mit à lire en silence dans le fauteuil du salon. 40 minutes, tous deux dans la même pièce, sans un mot. Bento dormait entre eux. L'après-midi s'assombrissait dehors. Au bout de 40 minutes, Antonio dit « Merci. »« Pourquoi ?»« Pour être resté. » Elle tourna la page. « C'est aussi simple que ça, dit-elle. » Et c'était vrai, c'était exactement comme ça. Simple comme le sont les choses vraies. Sans fioriture, sans calcul, sans la complexité que l'intérêt personnel engendre en se déguisant en affection. Il y a des jours qui se lèvent avec un poids différent des autres. On le sent dès le réveil, avant même d'ouvrir les yeux. La lumière entre par la fenêtre d'une manière qui semble familière, mais qui ne l'est pas. Le silence du matin a une texture que celui de la veille n'avait pas. Comme si le jour lui-même savait ce qui allait se produire et se préparait à sa manière. Antonio se réveilla ce samedi d'octobre à 5h40 du matin. Il resta allongé, contemplant le plafond blanchi à la chaux, fissuré, légèrement taché. Le genre de plafond qu'on ne trouve que dans les vieilles maisons, dans les maisons où le temps a été véritablement vécu et non pas simplement passé. Bento était à ses côtés, réchauffant l'espace où Marlène avait dormi pendant 42 ans. « C'est aujourd'hui, » dit Antonio à voix basse. Le chien ouvrit un œil, puis le referma. « D'accord, tu peux dormir. »
La préparative. Le docteur Rogerio était arrivé à 9 heures du matin, 2 heures avant ses enfants. Il apportait le dossier contenant le testament finalisé. 3 semaines de travail minutieux. Chaque clause vérifiée, chaque signature à l'endroit requis, chaque formalité légale respectée avec la méticulosité de quelqu'un qui savait que le document serait contesté et qui s'y était préparé à l'avance. « C'est parfait », dit-il en ouvrant le dossier sur la table. « Rapport médical joint, 3 témoins crédibles, acte notarié. Toute tentative de contestation sera très difficile à soutenir. »« Difficile, c'est un euphémisme, » dit Antonio. « C'est ce qui se rapproche le plus de l'impossible en droit. » Antonio hocha la tête. Il avait choisi sa tenue la veille au soir. Le pantalon sombre repassé, la chemise bleue à boutons, les chaussures en cuir cirées avec le même soin qu'à l'accoutumée. Ce n'était pas de la vanité, c'était du respect. Pour l'instant, pour les personnes qui seraient présentes. Pour lui-même, car il y a une dignité à se présenter sous son meilleur jour, le jour où l'on va dire la vérité gardée secrète pendant des années. L'orchidée dans le vase, dans le coin gauche du balcon, avait maintenant 3 tiges. Elle avait fleuri avec cette obstination silencieuse des plantes qui décident de croître sans cesse, quoi qu'il arrive autour d'elle. « Marlène », murmura Antonio à la fleur, « c'est aujourd'hui. » Une légère brise agita les tiges. Il prit cela pour une réponse. L'arrivée des enfants Marcos fut le premier, 10h58, 2 minutes avant l'heure prévue. Il entra, serra la main de son père, fit un signe de tête au docteur Rogerio, et son regard se porta aussitôt sur le dossier posé sur la table. Il s'assit, adoptant la posture d'un cadre en réunion. Le dos droit, l'air calme et calculateur. Renata arriva à 15h11 avec Gilberto. Elle serra son père dans ses bras plus longtemps que d'habitude, et il y avait dans ce geste une sincérité qui rendait la situation d'autant plus complexe. Parce que Renata aimait son père, à sa manière, comme on aime quand l'amour n'a pas été cultivé avec suffisamment d'attention, de loin, par intermittence, avec plus d'intention que d'action. Gilberto entra avec une poignée de main trop ferme, comme pour affirmer son autorité, et une remarque sur la maison qui se voulait désinvolte, mais qui était en réalité une appréciation. Eduardo arriva à 11h11, sans voiture, en jean et t-shirt, les cheveux soigneusement coiffés, signe d'effort. Il serra son père dans ses bras, avec cette étreinte large et bruyante qui était sa façon d'être. Une étreinte qui prenait de la place parce qu'Eduardo occupait toujours l'espace sans calcul. C'était tout simplement sa façon d'être. Il regarda autour de lui. Il vit la mallette, il vit l'avocat. « Tout le monde est là. Tout le monde est là, » confirma Antonio. « Assieds-toi, Eduardo. » La lecture, le docteur Rogerio avait une voix faite pour ces moments, profond, équilibré, sans jamais s'émousser ni s'abaisser, même lorsque le contenu l'exige. Cela commença par les informations officielles, nom, numéro CPF, numéro d'identification fiscale brésilien, situation matrimoniale et une déclaration de pleine capacité mentale, attestée par un certificat médical. Les enfants écoutèrent la partie officielle avec la patience de ceux qui attendent l'essentiel. Puis le docteur Rogerio aborda le 2e paragraphe. Je révèle par la présente un secret que j'ai gardé pendant de nombreuses années. Je possède un patrimoine total de 7 840 000 reais, répartis entre 2 propriétés commerciales à Belo Horizonte, un portefeuille d'actions, des placements à revenus fixes et la ferme de 20 hectares héritée de mon père. Le silence qui s'abattit sur la pièce était palpable. La respiration de Marcos, audible, involontaire. Renata avait entrouvert la bouche, puis l'avait refermée. Gilberto demeurait parfaitement immobile, d'une immobilité comparable à celle de quelqu'un qui calcule avec une intensité maximale. Eduardo se redressa comme si un courant électrique lui avait traversé l'échine. Le docteur Rogerio poursuivit impassible. Ces derniers mois, j'ai observé attentivement le comportement de mes enfants. J'ai commencé par un appel téléphonique où je leur ai annoncé séparément que j'étais atteint d'insuffisance cardiaque et que le médecin m'avait déconseillé de vivre seul. Un silence technique pour tourner la page. Voici leur réponse. Marcos a dit qu'il était en voyage à l'étranger et qu'il verrait ce qu'il pouvait faire. Renata m'a suggéré d'embaucher une aide à domicile. Eduardo a profité de l'appel pour me demander 200 réaux. Eduardo rougit. La honte lui monta au cou aussi vite qu'elle le fait.
La seconde observation a consisté à répandre une rumeur, orchestrée avec l'aide du docteur Rogerio Alves, selon laquelle j'envisageais de vendre la propriété. Mes 3 enfants ont pris contact avec moi. Tous 3 sont venus me voir. Lors de ces visites, j'ai constaté qu'ils s'enquéraient de la valeur du terrain, qu'ils faisaient des suggestions pour organiser mes biens, révélant ainsi un intérêt pour l'inventaire de mes possessions, et qu'ils évoquaient des souvenirs d'enfance absents de nos conversations depuis des années. Et le tic-tac de l'horloge à remontoir accroché au mur, un cadeau de Marlène à Antonio pour leurs 30 ans de mariage, se fit entendre pour la première fois depuis l'arrivée de tous. Tic-tac, tic-tac. Ces observations ont confirmé ce que je soupçonnais déjà. Ce que mes enfants éprouvent pour moi n'est pas de l'amour, c'est de l'attente. Le chaos. Marcos prit la parole le premier. Il se leva avec l'agilité d'un homme habitué à maîtriser les situations imprévues. Ce n'est pas valable. La voix du dirigeant dur trahissait une colère sourde. Il a une part légitime, il a le droit des héritiers nécessaires. Marcos. Le docteur Rogerio parla calmement, comme s'il s'y attendait. La part légitime, 50% de la succession, revient de droit aux héritiers nécessaires. Le testament dispose de l'autre moitié. Votre père a le droit absolu de léguer cette part à qui il veut. Marcos resta immobile. Il réfléchissait. Sa colère se heurtait à un obstacle juridique qu'il lui fallait analyser avant de poursuivre. Renata se mit à pleurer. Non pas les larmes contenues de quelqu'un qui garde son sang-froid, mais des larmes qui lui étaient venues avant même qu'elle ait décidé si elle voulait pleurer ou non. « Papa, comment as-tu pu faire ça? Je suis ta fille, je t'aime. Je sais que tu m'aimes, Renata, dit Antonio de sa voix basse et ferme. À ta façon, à distance, quand ça t'arrange, sans trop de frais. Ce n'est pas juste, ce n'est pas une question de justice, c'est une question de vérité. Et la vérité, c'est que quand je t'ai dit que je ne me sentais pas bien, tu m'as suggéré d'embaucher une aide-soignante, et quand l'idée de la ferme a germé, tu es arrivé avec Gilberto 2 jours plus tard. Gilberto, c'était une erreur, parce que Gilberto n'avait pas le même lien affectif avec ses enfants. Ce qu'il avait en tête, c'était un intérêt personnel calculé, et puis la colère a éclaté, enveloppée dans un jargon juridique, paradoxalement plus révélateur qu'une simple explosion émotionnelle. Docteur, est-il possible de contester la capacité mentale de M. Antonio? Une décision de cette nature, excluant les enfants au profit d'un tiers? Gilberto. La voix d'Antonio a fendu la pièce comme une ligne droite. Ce n'était pas de la colère, c'était du poids. Le poids d'un homme de 78 ans qui n'allait pas rester assis dans son bureau, à laisser son gendre remettre en question la décision la plus claire qu'il ait jamais prise. Vous n'êtes pas mon fils. Vous êtes le mari de ma fille. Cela vous donne le droit d'être ici aujourd'hui. Cela ne vous donne pas le droit de parler de ma capacité mentale. Silence total. Rogerio a le rapport. Si vous voulez le contester, vous pouvez essayer en justice. Un silence. Mais d'abord, réfléchis bien à ce que tu fais au mariage de ta femme. Gilberto rougit. Il regarda Renata. Renata fixait le sol. Elle ne dit rien de plus. Eduardo était resté silencieux tout du long, ce qui était inhabituel. Eduardo était rarement silencieux. Quand les autres eurent épuisé leurs arguments, Eduardo était toujours assis, les coudes sur les genoux, le regard fixé au sol. Puis, il regarda son père. Et ce qu'il lisait dans les yeux d'Eduardo était différent de ce qu'il lisait dans les yeux des 2 autres. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du calcul, c'était de la honte. Une honte véritable, celle qui ne se négocie pas, celle qui est injustifiable, celle qui vous accable simplement parce qu'elle ne sait plus quoi faire d'elle-même. « Papa », dit Eduardo d'une voix si basse que les autres l'entendirent à peine, « j'ai emprunté de l'argent. Tu as appelé pour dire que tu ne te sentais pas bien et j'ai emprunté de l'argent. C'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas à quoi je pensais. » Tu ne pensais pas à papa. Un silence. Tu pensais au problème que tu avais à ce moment-là, ce que tu fais toujours. Je comprends, Eduardo, mais comprendre ne change rien à ce qui s'est passé. Eduardo hocha la tête, le regard baissé. Après le départ de tous, la réunion dura 47 minutes. Marcos partit le premier, sans dire au revoir.
directement à la voiture, la portière fermée avec une force maîtrisée, pas un claquement, mais la fermeture précise de quelqu'un qui retient plus qu'il ne le laisse paraître. Renata partit avec Gilberto à ses côtés, sa main sur son dos, dans un geste qui cette fois semblait une véritable protection. Elle regarda son père dans l'embrasure de la porte avec cette expression, et Antonio revit un instant la fillette de 5 ans du dessin, celle qu'il avait vraiment aimée, celle qui s'était perdue en chemin. Eduardo fut le dernier. Il se leva lentement. Il dépassa son père. Il s'arrêta. Il resta un moment près du fauteuil, sans dire un mot. Puis, dans un geste qui sembla peser, il posa la main sur l'épaule de son père. Un bref instant. Pas un mot. Antonio ne dit rien non plus. Parfois, les moments les plus intenses sont ceux qui se passent de mots, car aucun mot ne saurait les exprimer pleinement. Eduardo partit. La porte se referma. Et le silence qui s'installa était différent de tous les autres silences de cette maison. Le silence de l'après, celui où l'on pose enfin à terre ce que l'on a porté longtemps et où l'on ressent un léger vertige, où l'on sent son propre poids libéré de ce fardeau qu'on avait l'habitude de porter. « Vous pouvez l'appeler maintenant », dit Antonio. Le docteur Rogerio prit son téléphone portable. « Êtes-vous sûr de vouloir être celui qui explique ?»« Oui. » Un silence. « Mais commencez. Elle aura besoin d'un instant avant de pouvoir entendre ce que j'ai à dire. » La ligne sonna 1 fois, 2 fois. Anna répondit à la 3e sonnerie. « Allô ? Ana Lucia Ferreira. Je suis Rogerio Alves, l'avocat d'Antonio José Ramos. Monsieur Antonio souhaiterait savoir si vous pourriez passer maintenant. C'est important. » Un court silence. Lui est-il arrivé quelque chose? Est-ce qu'il va bien? Et dans cette question immédiate, qui précédait toute autre considération, se trouvait tout ce qu'Antonio avait eu besoin de confirmer des mois auparavant. La première question d'Anna n'était pas « De quoi s'agit-il ?» Ce n'était pas « Quel est le problème ?» C'était « Est-ce qu'il va bien ?» Antonio ferma les yeux un instant. « Il va bien, » dit le docteur Rogerio. « Pouvez-vous venir ? J'arrive dans une demi-heure. » Une demi-heure. Antonio resta immobile dans le fauteuil pendant cette demi-heure. Sans qu'on le lui demande, le docteur Rogerio alla préparer du café à la cuisine. Après 30 ans passés aux côtés de cet homme, il avait appris que dans ces moments-là, le café était la chose la plus utile qu'un avocat puisse faire. À un moment donné, pendant le chaos, Bento était monté sur les genoux d'Antonio et y était resté, immobile, pesant, avec la précision d'un chien qui sait que son maître a besoin de se sentir bien sans qu'on ait besoin de lui parler. Antonio regarda par la fenêtre la rue qui se remplissait de cette lumière de fin d'après-midi, plus dorée, plus oblique, avec cette qualité finale, presque audible, que les après-midi d'octobre ont dans la campagne du Minas Gerais. Il pensa à Marlène, il pensa à ce qu'elle aurait dit de tout cela, et il en arriva à la conclusion, avec la conviction tranquille de quelqu'un qui connaissait vraiment une personne depuis 42 ans, que Marlène aurait d'abord pleuré pour ses enfants. Elle aurait été angoissée, elle aurait demandé s'il n'y avait pas une autre solution. Mais finalement, elle aurait approuvé, car Marlène avait appris à ses propres enfants que l'amour est un verbe, non un nom. Et elle avait soutenu Antonio dans toutes les décisions difficiles de sa vie. Celle-ci ne ferait pas exception. « Tu as approuvé », murmura-t-il dans le vide où elle n'était plus, mais où il la sentait encore. « Je sais que tu as approuvé. » Le portail grinça. Bento leva la tête. L'arrivée Anna gravit le chemin de pierre, son tablier de cuisine encore sur le dos. Elle était partie sans enlever son tablier, ce qui signifiait qu'elle était occupée quand l'appel est arrivé, et qu'elle était partie malgré tout, car il y avait une urgence qu'un tablier n'aurait pas retardée. Antonio ouvrit la porte avant qu'elle n'ait pu sonner une seconde fois. Son regard se posa immédiatement sur son visage, l'analysant avec la précision de quelqu'un qui, des mois durant, avait appris à le déchiffrer. « Monsieur Antonio », sa voix était empreinte d'une douce prudence. « Que s'est-il passé ?» Antonio la regarda un instant, puis il fit quelque chose qui la surprit. Il ouvrit la porte plus grand, posa brièvement la main sur son épaule et dit d'une voix à la fois la plus fatiguée et la plus soulagée qu'elle lui ait jamais entendue, « Entrez, Anna, je dois vous dire quelque chose. »
Ce qu'il lui avait dit Antonio raconta son histoire avec la même linéarité qui avait caractérisé toute sa vie. Depuis le début, sans omettre d'étape, sans rien cacher de ce qui était difficile à dire, car la difficulté n'était pas une excuse pour se taire. Il lui parla du diagnostic, des appels à ses enfants, des réponses qu'il avait reçues ou non. Il lui parla du plan avec le docteur Rogerio, de la rumeur concernant la propriété, des visites de ses enfants, des conversations qu'elle avait surprises, l'attention de quelqu'un confirmant ce qu'elle savait déjà, mais qu'elle avait besoin de voir de ses propres yeux. Il raconta la réunion qui avait eu lieu quelques heures plus tôt, la lecture du testament, les mots prononcés, le chaos qui avait suivi. Anna écoutait tout avec cette attention si particulière qui la caractérisait. Non pas l'attention de quelqu'un qui attend son tour pour parler, mais une attention véritable, celle qui emplit tout le corps. Et puis, Antonio arriva à la partie qu'il avait gardée pour la fin. Anna. Sa voix était plus basse que d'habitude. Il y a quelque chose que vous ignorez à mon sujet. Vous pouvez me le dire. Je ne suis pas un retraité sans le sou. Un silence. Je possède un patrimoine d'une valeur de près de 8 millions de réaux. Anna le regarda. Elle le fixa un instant indéfinissable. 3 secondes, 30 peut-être, car ce genre d'information bouleverse tout, comme si le temps était suspendu, le temps que l'esprit apprenne à la saisir. Quoi? Immobilier, action, obligation. Antonio parla avec son calme habituel. J'ai gardé le silence pendant des décennies. Personne n'était au courant, pas même les enfants. Anna ouvrit la bouche, la referma. Elle regarda le docteur Rogerio comme pour chercher confirmation. L'avocat hocha légèrement la tête. « Mais pourquoi ?» commença-t-elle avant de s'interrompre. « Pourquoi me dites-vous cela ?»« Parce que vous devez le savoir. » Un silence. « Parce que ce que je vais vous dire va changer votre vie et vous méritez de l'entendre dans son contexte. Vous méritez de comprendre le pourquoi, pas seulement le quoi. » Antonio la regarda avec la profondeur de 78 ans d'observation accumulée. « Dans le testament que Rogerio a finalisé, poursuivit-il, vous êtes l'héritière de la part disponible de ma succession. » Le refus. « Non, dit Anna. Un mot, direct, immédiat. » Anna. « Non, monsieur Antonio. » Elle se leva avec cette énergie qu'elle déployait lorsqu'elle était déterminée. « C'en est trop. Vos enfants... » « Mes enfants étaient là aujourd'hui, » dit Antonio avec le même calme. « Ils ont tout entendu. Ils sont déjà partis. Mais ce sont vos enfants. Je ne suis rien. » « Vous n'êtes rien ?» La question était si lourde qu'elle la fit s'arrêter net. Antonio n'avait pas élevé la voix. Il n'avait pas changé de ton. Mais il y avait dans cette question quelque chose qui refusait sa réponse. « Tu n'es rien, » répéta-t-il plus lentement. Toi qui es là tous les samedis sans qu'on te le demande. Toi qui as fait 3 pharmacies pour trouver des médicaments. Toi qui as laissé ton parapluie se replier sous le vent et qui es arrivé trempé avec la marmite de soupe au poulet parce que tu ne voulais pas la laisser refroidir. Toi qui as planté une orchidée dans le pot du jardin et qui l'as appelée Marlène sans que j'aie à le demander. Un silence. Tu n'es rien? Les yeux d'Anna, sombres, directs, ses yeux qui voyaient ce qu'il fallait voir, se remplirent de larmes. Enfin, pas avec un cri fin, avec ce cri spontané, sans prévenir, qui ne demande pas la permission, qui est simplement l'expression honnête du corps, la manifestation de ce que ressent le cœur. Elle ne chercha pas à le dissimuler. Elle resta là, les larmes ruisselant sur ses joues, fixant l'homme dans le fauteuil, le tablier de cuisine oublié à la ceinture. « Je n'ai pas fait ça pour l'argent. » dit-elle d'une voix ferme malgré son regard. « Vous savez bien que je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je sais. » Antonio acquiesça d'un signe de tête. « C'est précisément pour ça. » Le chiffre, le docteur Rogerio, fit glisser les documents vers Anna. Elle les regarda sans les toucher. Comme si les toucher rendait plus réel ce qu'elle parvenait à assimiler. « Combien ça coûte ?» demanda-t-elle d'une voix empreinte de gêne, comme si elle posait une question qu'elle n'ose pas formuler. « La part disponible correspond à 50% de la succession totale, » expliqua le docteur Rogerio. « Le reste revient aux héritiers légaux de plein droit. » Un silence technique. « 50%
de 7 840 000 réais. C'est 3 920 000 réais. Le nombre planait dans la pièce comme un objet tangible. Anna fixa le document. Le nombre inscrit en toutes lettres avec cette précision notariale qui transforme les chiffres en réalité légale. Puis, elle regarda Antonio. « Monsieur Antonio. » Sa voix peinait à rester cohérente. « Je ne peux pas accepter cela. Il y a des œuvres de charité. Il y a des gens plus dans le besoin. J'ai un travail. Je suis en bonne santé. » Anna. Elle s'interrompit. « Vous m'avez demandé un jour si j'étais heureuse. » Elle se tut. J'ai dit oui, que c'était un bonheur différent de celui que j'avais imaginé. Un silence. Ce que je n'ai pas dit, parce que les mots me manquaient à ce moment-là, c'est que tu faisais partie de ce bonheur. Une grande partie. Les yeux d'Anna s'emplirent de nouveau de larmes. « Je n'ai pas fait ça pour y gagner quoi que ce soit, » dit-elle d'une voix légèrement brisée mais ferme. « Je sais. » Antonio acquiesça. « C'est pourquoi tu vas tout avoir. » La conversation du soir. Le docteur Rogerio partit à 6 heures de l'après-midi. Avant de partir, il remit à Anna une copie de son testament et sa carte. « Quand tu seras prête à parler de la suite, dit-il, appelle-moi. Pas besoin que C.E. soit tout de suite. » Anna glissa la carte dans la poche de son tablier. La porte se referma. Ils étaient seuls, Antonio, Anna et Bento, comme tous les samedis, mais si différents des autres. Anna alla à la cuisine sans qu'on le lui demande. Elle réchauffa les restes de son déjeuner, une boîte à lunch de riz et de poulet qu'elle s'était préparée en doublant les quantités sans trop y penser, comme à son habitude. Elle posa 2 assiettes sur la table et appela Antonio. Ils mangèrent en silence un moment, un silence qui n'était pas une absence de conversation, mais la présence de quelque chose qui n'avait pas besoin de mots pour exister. « J'ai peur », dit soudain Anna, son assiette encore à moitié pleine. « De quoi ? De tout ce qui change ?» Elle fixa son assiette. « J'aime ce que c'est maintenant, j'aime venir ici. J'aime savoir que le samedi, j'ai un endroit où aller qui n'a pas besoin d'explications pour être compréhensible. » Un silence. « Avec cet argent, tout semblera différent. J'aurai l'impression d'avoir toujours voulu ça, d'avoir toujours eu une raison. Pour qui cela semblera-t-il ? Pour les gens. Lesquels ? » Elle resta silencieuse. Anna. Antonio attendit qu'elle le regarde. « Tu sais que tu n'en voulais pas. Je sais que tu n'en voulais pas. Rogerio le sait. Et Marlène le savait aussi. J'en suis sûr, comme je suis sûr de peu de choses. Ce que pense le monde ne change rien à la vérité. La vérité, c'est que tu ne continueras pas à venir ici après moi parce que tu auras de l'argent. » Il reprit son assiette. « Tu continueras à venir ici à cause de qui tu es. Tu en es si sûr. J'ai 78 ans d'expérience à lire dans les pensées, dit-il avec cet humour sec qui se manifestait rarement, mais qui, quand il se manifestait, était authentique. Je me trompe rarement. » Anna le regarda un instant. Puis, elle laissa échapper un petit rire. Un rire spontané, un rire qui n'était pas fin. « Rarement, » répéta-t-elle, en insistant légèrement sur ce mot. « Rarement ?» confirma-t-il, parfaitement sérieux, mais avec des yeux qui brillaient de cette lueur que Marlène appelait le sourire qui se passe de bouche. Ils restèrent tard, plus tard que n'importe quel samedi précédent. Ils parlèrent de choses dont ils n'avaient jamais parlé auparavant, de concessions, des anecdotes qu'Antonio racontait de l'époque où elle travaillait à la maison, des souvenirs qui firent de nouveau pleurer Anna, mais différemment. Non pas de douleur, mais de reconnaissance, de ce « je ne savais pas ça d'elle », ce genre de cadeau que les morts peuvent parfois faire quand les vivants partagent ce qu'ils savent. À propos de Marlène, des orchidées aux noms évocateurs, de sa façon de plier les serviettes, personne au monde ne savait le faire aussi bien, à propos des aspirations d'Anna. « Infirmière, dit-elle, j'ai toujours voulu être infirmière. Ça n'a pas marché à l'époque. Alors fais-le. C'est cher. Anna. » Elle comprit la portée de ce nom prononcé sur ce ton et resta silencieuse un instant. « Il me faudra du temps pour réaliser que c'est réel, dit-elle. Je sais. » Il hocha la tête. « Mais dès que tu pourras, fais-le. » Quand Anna partit ce soir-là,
Antonio resta sur le seuil jusqu'à ce que les phares de la voiture disparaissent au coin de la rue. Puis il ferma la porte. Il alla à la cuisine. Il fit la vaisselle avec son calme habituel. Le torchon bleu à carreaux qu'Anna avait plié avant de partir était posé sur le bord de l'évier. Antonio le contempla un instant. Puis il se rendit dans la chambre. Il resta un instant dans l'obscurité. « J'ai fait ce qu'il fallait », dit-il. Non pas pour Marlène, non pas pour Bento, pour lui-même, pour le garçon de 12 ans qui avait appris très tôt que la seule monnaie qui ne se déprécie pas est celle dont on décide soi-même la valeur. La valeur qu'Antonio avait décidé d'accorder à cette décision était le fruit d'une vie entière d'observation, aboutissant au seul acte qui lui restait à accomplir. Voir le bien, le nommer, et le traiter comme il le méritait. Il y a une chose que la vie enseigne à ceux qui sont attentifs, que les conséquences de nos choix ne sont pas toujours immédiates. Parfois, elles arrivent lentement, comme la marée qui monte sans qu'on s'en aperçoive avant d'avoir les pieds mouillés. Parfois, elles arrivent d'un coup, comme une facture qui a accumulé des intérêts en silence et qui, un jour, apparaît avec un montant qu'on ne peut ignorer. Ce samedi d'octobre, les enfants d'Antonio repartirent avec le sentiment qu'il restait encore quelque chose à faire, qu'il y avait une dernière carte à jouer, que le testament, aussi solide qu'il paraissait, comportait une faille. Antonio avait anticipé ce sentiment, et le docteur Rogerio avait préparé le terrain précisément pour cela. La bataille 15 jours après la réunion, une notification officielle arriva d'un cabinet d'avocats de Sao Paulo, un nom à rallonge, une adresse à Itaim Bibi, le genre de cabinet qui facture à l'heure ce qu'Anna gagnait en une semaine. 3 arguments, élaborés avec la sophistication de quelqu'un grassement payé pour trouver des failles là où il n'y en avait pas. Le premier tentait d'établir qu'Anna exerçait une influence indue sur Antonio, que ses visites fréquentes constituaient une manipulation pour obtenir des avantages testamentaires. Le deuxième remettait en question le libre arbitre du testament, arguant que des problèmes de santé pouvaient altérer le jugement. Le troisième argument, le plus faible des trois, soutenait que la relation constituait, dans les faits, une forme de prestation de soins non formalisée. Le docteur Rogerio lut la notification en entier, puis il appela Antonio. « Elle est arrivée. »« Je sais. » Un silence. « Qu'en pensez-vous ?»« Bien rédigé, mais juridiquement fragile. » Le ton de quelqu'un qui apprécie la stratégie de l'adversaire sans s'en sentir menacé. Le premier argument exige de prouver l'intention. Elle n'était pas au courant de l'argent. Elle n'était pas au courant du testament. C'est documenté. Le deuxième est anéanti en 2 paragraphes par le rapport du docteur Aitor. Le troisième est insoutenable. Il n'y a jamais eu de paiement, jamais d'accord. Et le délai? S'ils vont jusqu'au bout, 6 mois. Peut-être moins. Un silence. Mais Antonio, je dois être honnête. Un procès, même gagné, coûte cher. En temps, en énergie, en fatigue. Rogerio. Cette fermeté que l'avocat avait appris à reconnaître comme le point de non-retour. J'ai passé 78 ans à bâtir ce que j'ai bâti. Je ne laisserai pas un préavis de 15 jours anéantir tout cela. Alors on se bat. La réponse fut envoyée 48 heures plus tard. 23 pages. Le rapport du docteur Aitor en pièces jointes. Les déclarations de 3 témoins indépendants. Un historique des visites d'Anna, établi à partir des témoignages de voisins qu'il avait vus arriver et repartir régulièrement sans jamais rien recevoir en retour. Et une déclaration d'Antonio lui-même, écrite à la main, ni tapée ni dictée, de l'écriture irrégulière et ferme d'un homme de 78 ans qui avait appris à écrire dans une école publique rurale et qui tenait encore la plume avec la pression de celui qui sait que chaque mot porte le poids d'une décision. 2 paragraphes. Le premier texte décrivait l'histoire de la relation entre Antonio et Anna depuis la mort de Conceição, depuis la première visite, jusqu'à tous les samedis passés ensemble. Le second ne comportait que 3 phrases. « J'ai pris cette décision en toute conscience, en toute liberté et avec une conviction absolue. Personne ne m'a influencé. Personne ne m'a fait pression. J'ai agi ainsi, car la vie m'a appris que la véritable bonté est rare et que lorsqu'elle se présente à nous, l'honorer tant qu'il est encore temps est la seule réponse digne qu'un homme puisse donner. » L'avocat de Marcos a reçu la réponse jeudi matin.
Vendredi après-midi, le docteur Rogerio a reçu un appel. Mon client a décidé de ne pas poursuivre la défense. Compris, 30 secondes. L'appel s'est terminé. Le docteur Rogerio a appelé Antonio. Ils ont abandonné. À l'autre bout du fil, Antonio est resté silencieux un instant. « Merci, Rogerio. C'est toi qui as fait ça, Antonio. Je n'ai fait que le noter. On met toujours plus de choses par écrit qu'on ne le pense. » Un silence. « Merci. Qu'est-il arrivé aux enfants ?» Marcos n'a pas appelé pendant 3 mois. Lorsqu'il a finalement appelé, un après-midi de janvier, avec en arrière-plan une ambiance d'aéroport, sa voix était différente. Ce n'était pas la voix d'un cadre en pleine réunion. Une voix plus basse, plus lente, empreinte d'une fatigue invisible. « Papa, je pensais à toi. Je voulais savoir comment tu allais. » C'était le cas. Antonio l'analysa. Il y avait, aussi ténue fut-elle, aussi dissimulée fut-elle sous un voile d'orgueil et de ressentiment encore digéré, une lueur d'authenticité. « Je vais bien. Je prends mes médicaments. Je sors avec Bento. » Papa, je ne vais pas m'excuser. Je ne sais pas si des excuses suffisent à réparer ce qui s'est passé. Non. Alors je ne ferai pas semblant. Un silence. Mais je repensais à ce que tu as dit, à propos des mardis, à tes apparitions sans raison. Silence. Je peux essayer d'appeler plus souvent. Je ne sais pas si ça changera tout de suite, mais je peux essayer. Tu peux essayer, dit Antonio. Et dans cette réponse, dans ce « tu peux essayer », il y avait une générosité que Marcos n'avait peut-être pas immédiatement perçue, parce qu'Antonio n'était pas du genre à fermer les portes définitivement, tant qu'il y avait, de l'autre côté, le moindre signe indiquant qu'il valait mieux les laisser entr'ouvertes. Marcos appela la semaine suivante, et la suivante. Les appels devinrent un peu moins brefs avec le temps, toujours avec le bruit de fond, toujours imparfait. Mais sincère, ce n'était pas une rédemption digne d'un film. C'était un homme de 52 ans qui essayait, avec les moyens du bord, de faire quelque chose de différent de ce qu'il avait fait jusque-là. C'était peu de choses, mais c'était réel. Renata mit 4 mois. Le message arriva en 3 phrases. « Papa, j'ai honte de ce que Gilberto a fait à ta maison. J'ai honte de certaines choses que j'ai faites. Je ne sais pas si je peux m'excuser, mais j'avais besoin de te le dire. » Antonio répondit par 4 mots. « Merci de m'avoir parlé, Renata. » Ce n'était pas un pardon total, ce n'était pas une réconciliation émotionnelle, mais c'était une porte. Et une porte, pour quelqu'un qui était resté si longtemps dehors, c'est un début. Eduardo est arrivé un jeudi à l'improviste, comme à son habitude, avec un pot de dulce de lèche et une expression qui se voulait désinvolte, mais qui échouait lamentablement. Antonio ouvrit la porte. Ils se regardèrent un instant sur le seuil. « Je peux entrer ?» Comme s'il avait besoin d'une permission cette fois, pour de vrai. « Entre, Eduardo. » Il entra. Il resta dans la cuisine, ne sachant que faire de ses mains. « Papa, j'ai emprunté de l'argent quand tu m'as appelé pour me dire que tu n'allais pas bien. J'ai passé des semaines à chercher comment te l'expliquer sans que ça se voie. » Un silence. Je n'y suis pas arrivé. Qu'est-ce que tu es, au juste? Quelqu'un. Il pensait d'abord à lui, pas de drame, pas d'apitoiement sur soi, avec la résignation de celui qui a cessé de se battre contre son reflet. J'ai toujours été comme ça, tu sais? Je sais. Et pourtant, tu m'as toujours aidé, toute ma vie, parce que tu étais mon fils. Eduardo resta silencieux un instant. Je veux essayer d'être différent, dit-il. Je ne te promets rien, car j'ai déjà fait beaucoup de promesses que je n'ai pas tenues. Il regarda son père. Mais je veux essayer. Antonio le fixa longuement. Il y avait chez ce fils, le plus complexe des 3, quelque chose qu'il avait reconnu depuis son plus jeune âge. Une capacité d'honnêteté enfouie au plus profond de lui-même. L'honnêteté de celui qui ne peut se mentir complètement, quels que soient ses efforts. C'était une petite graine, mais elle était bien réelle. « Assieds-toi », dit Antonio. « Je vais t'aider. » Café. Eduardo s'assit, et Bento, qui l'observait depuis l'entrée de la cuisine, avec le sérieux d'un chien qui évalue la situation avant de réagir, s'approcha d'Eduardo et se coucha à ses pieds. Antonio le remarqua. Bento était un juge fiable.
Les dernières années, Antonio vécut 4 années de plus après cette rencontre. 4 années, d'octobre à octobre, d'été en hiver, du café fort du matin à Bento, sur ses genoux le soir. Les promenades se firent plus courtes, ses jambes le lâchaient, comme c'est souvent le cas avec le temps. Les après-midi passés dans le fauteuil s'allongèrent, devinrent plus contemplatifs, avec cette qualité de quelqu'un qui a déjà fait ses calculs et trouvé un résultat acceptable. Anna continuait d'apparaître. Pas seulement le samedi, avec le temps, sa présence s'étendit naturellement, de temps en temps le mercredi. Un coup de fil, un jour de pluie, juste pour prendre des nouvelles. Un dimanche après-midi, où le silence de la semaine s'était prolongé plus que d'habitude. Elle avait commencé sa formation d'infirmière au premier semestre de l'année suivante. Elle faisait l'aller-retour 3 fois par semaine avec son cahier à spirale où elle notait tout d'une petite écriture soignée. Le samedi, après les cours, elle racontait à Antonio ce qu'elle avait appris. À propos d'un professeur qui expliquait la différence entre soigner et traiter. Traiter, c'est une technique, monsieur Antonio. Soigner, c'est être présent. Une phrase qu'elle avait immédiatement associée à tout ce qu'elle avait fait sur ce perron, sans se rendre compte qu'elle mettait en pratique ce que le système de santé payait pour enseigner. « Tu vas être une bonne infirmière », lui avait dit un jour Antonio. « Tu ne m'as même pas vu travailler. Je n'en ai pas besoin. » Un silence. « Je t'ai vu aller chercher des médicaments dans 3 pharmacies. Je sais déjà tout ce qu'il faut savoir. » Un matin de mai. C'était un matin de mai. Antonio s'était réveillé à 5h40 comme d'habitude. Il avait préparé son café. Il s'était installé sur la véranda avec sa calebasse et le journal. Le matin était clair. Cette clarté typique du mois de mai, dans l'intérieur du Minas Gerais, différente de celle de l'été, plus pure, plus diaphane, avec un air que les poumons accueillent, avec une gratitude que la chaleur étouffante de l'été fait oublier. L'orchidée dans le vase, dans le coin gauche, avait une nouvelle tige, la 4e, encore fermée dans un bouton apparu la semaine précédente. « Marlène », dit doucement Antonio, « elle est magnifique. » Il but son café, il lut les premières pages du journal. Il appela Bento, qui accourut avec la lenteur d'un chien de 11 ans qui avait pris ses marques. Ils s'assirent ensemble sur la véranda. Le soleil se leva. Les oiseaux se firent plus nombreux. Entre 7 et 8 heures, Antonio ferma les yeux. Il ne s'endormit pas. Il garda les yeux fermés, sentant le soleil réchauffer le matin de sa lente et régulière progression. Il pensa à Marlène. Il pensa au garçon de 12 ans, là-haut sur l'épaule. Il pensa à ses jeunes enfants, le poids de Marco sur son dos, le dessin de Renata, le mot d'Eduardo à l'écriture illisible. Il pensa à Anna, son parapluie plié par le vent, la marmite de soupe au poulet dans les bras. Il pensa à tout ce qu'il avait construit, à tout ce qu'il avait perdu, et à tout ce qu'il avait trouvé en cessant de chercher les mauvaises choses. Et il était en paix. Anna arriva à 11h30. Le portail grinqua. Bento leva la tête. Il était silencieux, d'une manière inhabituelle. Elle gravit le chemin de pierre, sa boîte à lunch sous le bras, du poulet au gombo, le plat préféré d'Antonio. Elle sonna. Elle attendit. Elle sonna de nouveau. Elle ouvrit la porte avec la clé qu'elle avait reçue 2 ans auparavant. « Monsieur Antonio ?» Elle se dirigea vers la véranda. Antonio était assis dans le fauteuil, la calebasse sur les genoux, les yeux fermés. Avec cette expression qu'elle avait appris à déchiffrer au fil des années, chaque samedi, son expression, lorsqu'il était en paix, lorsqu'une sérénité intérieure régnait. Elle s'approcha, et elle sut. Ce n'était pas dramatique. La vie l'est rarement. C'était une femme de 34 ans qui déposa délicatement la boîte à lunch sur le sol de la véranda, qui s'agenouilla près du fauteuil d'un homme mort, exactement comme il avait vécu. Paisiblement, entier, sans bruit superflu, et qui resta là, un temps indéterminé. Elle ne cria pas. Elle ne s'enfuit pas. Elle resta. Elle posa sa main dans celle d'Antonio. Cette main calleuse qui avait mélangé du ciment, planté de la terre, signé des documents, arrosé le jardin, tenu la calebasse pendant 1000 matins, et resta là. Bento s'approcha et se tint à ses côtés. Dehors, le soleil de mai brillait toujours, les oiseaux continuaient de chanter. Le monde poursuivait son cours avec cette indifférence propre à un monde qui ne s'arrête jamais vraiment.
tragique parce qu'on aurait voulu qu'il s'arrête, réconfortante parce que cela signifie que la vie est plus forte que toute perte individuelle. Anna resta jusqu'à ce qu'elle ait assez attendu, puis elle appela le docteur Heitor, puis le docteur Rogerio, puis, parce qu'il y avait une liste de personnes qui devaient être informées, elle appela Marcos. La veillée funèbre. Les 3 enfants arrivèrent. Marcos arriva en costume, le regard différent de celui de l'homme qui, des mois auparavant, avait frappé du poing sur la table du salon de son père. La véritable perte de quelqu'un qui n'aurait plus jamais la chance de faire autrement. Renata pleurait d'un sanglot sans espoir, car il n'y avait plus rien à gagner, seulement son père, parti pour toujours, et tous ses mardis manqués, à jamais perdus. Eduardo arriva en voiture. Il resta dans un coin, puis, à un moment donné, il alla voir Anna. Elle était assise sur une chaise près du cercueil. Eduardo resta un instant à ses côtés. « Merci d'être resté avec lui », dit-il d'une voix basse, sans emphase. « Merci d'avoir posé votre main sur son épaule avant de partir ce jour-là, dit-elle. Eduardo cligna des yeux. « Il vous l'a dit ?»« Oui. » Un silence. Il a dit que c'était réel. Eduardo resta silencieux. Puis il s'assit sur la chaise à côté d'Anna. Et tous deux restèrent silencieux, le fils qui avait tenté au dernier moment et la femme qui avait été là depuis le début, unis par leur seul point commun. L'homme qui les avait aimés tous les deux, à sa manière, de tout son être et avec la tristesse de savoir que l'amour seul ne garantit pas la réciprocité. Ce qui restait, l'inventaire fut finalisé 6 mois plus tard. Anna reçut ce que stipulait le testament. Le jour de la signature des documents, elle était assise avec le docteur Rogerio, les examinant avec ce regard de quelqu'un qui vérifie si le monde est réel. « Ça va ?» demanda-t-il. « J'essaie. » Un silence. « Je vais terminer mes études d'infirmière. Je n'en doutais pas, et je continuerai à vivre dans la même ville. La fermeté de quelqu'un qui n'a pas besoin de s'expliquer, mais qui s'explique quand même. Non pas que l'argent m'empêche d'aller ailleurs, mais parce que c'est ma ville, c'est là que ma mère est enterrée, c'est là que se trouve la rue Acacia. Et la maison? La maison était restée la même pour elle, avec le vase d'orchidées sur le perron, avec l'horloge à remontoir dans le salon, avec la boîte à chaussures au fond de l'armoire qu'elle avait trouvée, ouverte avec précaution, longuement contemplée, puis refermée exactement à sa place. Certaines choses n'ont pas besoin d'être déplacées. Il suffit de les conserver. La maison reste, dit-elle. Dans les mois qui suivirent la veillée funèbre, Anna prit l'habitude de passer parfois devant la rue Acacia. Elle s'arrêtait un instant devant la maison. Elle regardait le perron. Elle recommença à arroser le pot d'orchidées, car un jour, la laisser mourir lui avait paru inconcevable, sans qu'aucune explication rationnelle ne soit nécessaire. L'orchidée avait survécu. Elle comptait désormais 5 tiges. La plus récente avait fleuri en septembre, blanche, précise, avec cette beauté sans prétention propre aux choses qui poussent par nature, sans être observée. Anna la contemplait un instant. Puis elle reprenait son chemin. Mais chaque fois qu'elle s'arrêtait là, elle en retirait quelque chose d'indéfinissable, mais qui avait la texture d'un apprentissage. C'était une notion relative au temps, à la présence, à ce que signifie être là quand on n'a rien à y gagner, si ce n'est la compagnie de quelqu'un qui compte. C'était une réflexion sur le fait que les choses les plus précieuses, l'attention véritable, les soins sincères, la présence authentique sont à la fois les plus simples à donner et les plus rares à trouver. Tu es arrivé jusqu'ici, tu es resté. Et je dois vous dire quelque chose avant de terminer. Vous êtes resté, parce que cette histoire est aussi la vôtre. Pas forcément dans les détails, mais vous connaissez ce sentiment, le sentiment d'avoir donné sans recevoir en retour, ou l'inverse, d'avoir reçu sans donner, d'avoir été présent quand cela convenait et absent quand c'était difficile. Vous savez, nous savons tous. La question qui demeure, y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous attend? Pas quelqu'un qui attend que vous arriviez à une occasion spéciale avec un cadeau emballé. Pas quelqu'un qui attend que vous appeliez quand vous avez des nouvelles ou quand vous avez besoin de quelque chose. Quelle attente! Un mardi comme un autre, un appel qui ne commence pas par des excuses pour le temps perdu, une présence qui n'a pas besoin d'un agenda pour avoir du sens, une mère qui consulte son téléphone plus souvent que vous ne l'imaginez,
Un père qui, quand vous l'appelez, reste debout pendant toute la conversation, car la posture qu'il avait quand vous étiez petit et qu'il appelait de l'école ne l'a jamais vraiment quitté. Un grand-père qui raconte votre dernière visite comme si c'était hier, parce que pour lui, c'était hier. Le temps fait ça à ceux qui attendent. Il y a quelqu'un. Ce que ce Antonio nous a appris. Antonio n'était pas extraordinaire au sens où on l'entend habituellement. C'était un vieil homme en pantoufles usées qui promenait un chien errant sur la place tous les matins et arrosait le jardin à 6h30. Ce qui le rendait extraordinaire, ce n'était pas ce qu'il possédait. C'était ce qu'il voyait. Il voyait la différence entre l'amour qui fait du bruit et l'amour qui agit, entre le fils qui vous aime sur les photos d'anniversaire et le fils qui est là quand vous avez le cafard, entre l'étreinte de l'arrivée et l'étreinte de la permanence. Et il a fait quelque chose que la plupart d'entre nous n'ont pas le courage de faire. Il a nommé ce qu'il voyait, pas plus tard, pas seulement dans son testament, mais dans la vie, cet après-midi-là, avec un éventail et un café, sur ce balcon d'octobre, à cet instant précis où il a regardé Anna et a dit ce qu'il fallait dire tant qu'il était encore temps. Tu n'es rien, et la réponse à cette question fut la chose la plus importante qu'un être humain puisse communiquer à un autre. Je te vois. Je sais ce que tu as fait. Je sais qui tu es. Et tant que j'aurai une voix, je l'utiliserai pour que tu le saches. Le conte, quand j'aurai le temps. Il existe un conte que beaucoup d'entre nous tiennent sans s'en rendre compte. Le conte, quand j'aurai le temps. Quand j'aurai fini ce projet, je passerai te voir. Quand la vie sera moins trépidante, j'appellerai plus souvent. Quand le bon moment arrivera, le problème avec ce conte, c'est qu'il n'est jamais équilibré, car le bon moment n'arrive pas. Il se crée, ou pas. Et pendant que tu attends, le temps de ceux que tu aimes continue à son propre rythme, au rythme de l'insuffisance cardiaque qui progresse, de la mémoire qui s'efface, des nuits de plus en plus longues, à un rythme qui n'attend pas. Ce que vous pouvez faire maintenant, avant de quitter cette histoire, faites une seule chose, une seule. Prenez votre téléphone, ouvrez vos contacts, cherchez le nom de cette personne, vous savez déjà qui attend votre appel depuis bien trop longtemps. N'envoyez pas de SMS, appelez. Pas pour raconter une histoire, pas pour donner des nouvelles, pas pour promettre que les choses vont changer. Appelez et dites « Je pensais à toi. Je voulais savoir comment tu allais. » C'est tout. 10 mots. Et ce qui se passera à l'autre bout du fil, la voix qui répond cette seconde de silence parce que la personne ne s'y attendait pas, le nom que vous portez dans cette voix, prononcé avec une chaleur que vous n'avez pas entendue depuis trop longtemps, vaudra plus que tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Car à la fin de la vie, dans n'importe quel fauteuil, par un beau matin de mai ensoleillé, parmi les orchidées en fleurs, ce qui reste, ce ne sont pas vos actions. C'est qui était là, c'est qui est venu, c'est qui est resté. Avant de partir, Antonio n'a pas laissé une fortune à Anna parce qu'elle était spéciale, au sens où on l'entend habituellement. Il l'a laissée parce qu'elle était réelle. Réelle de la manière la plus simple et la plus rare qui soit. Elle était là. Chaque semaine, avec ou sans raison, avec ou sans récompense, qu'elle sache ou non qu'un testament était rédigé à son nom, elle était simplement là. Et s'il y a une chose que cette histoire veut vous transmettre, une seule, c'est celle-ci. Soyez présents pour les personnes qui comptent, sans attendre le bon moment, sans avoir besoin d'une raison particulière. Le mardi, avec ou sans votre déjeuner. Avec le temps dont vous disposez, qui ne sera jamais parfait, mais qui est le temps réel, le seul qui existe, le seul qui compte. Venez tant qu'il est encore temps, car il n'y a rien de pire que de réaliser trop tard que la porte ne grincera pas à votre arrivée. Merci d'être resté jusqu'au bout. Cette histoire parlait de ce Antonio, mais elle vous parlait aussi. Elle nous parlait tous. Si elle vous a touché, partagez-la. Pas pour la chaîne, mais parce que quelqu'un dans votre répertoire a besoin de l'entendre aujourd'hui. Vous savez qui c'est. Envoyez-la à cette personne. Et abonnez-vous à la chaîne Construindo Familia. Chaque semaine, des histoires qui vous émeuvent, qui vous interpellent positivement, qui vous transforment. Car raconter des histoires est l'un des plus anciens moyens de l'humanité de se souvenir de ce qui compte. Et ce qui compte, vous le savez déjà. Vous l'avez toujours su. Il vous suffisait de vous en souvenir.